Communication du commandant. Géopolitique. L'honneur. Analyse. Les marins. Débat. Poste de combat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Patrick Sauce. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Périscope, le podcast qui fait le tour des grands enjeux géopolitiques, stratégiques et bien sûr militaires de ce qui finalement occupe 70% de notre planète, les mers et les océans. Je salue d'ailleurs Pierre de Villeneuve qui a brillamment assuré l'animation de la saison 1 et je vous laisse monter à bord pour la suite du voyage. Vous allez l'entendre, le principe reste le même mais nous avons ajouté quelques nouveautés que vous découvrirez en cours d'émission avec une première escale dans une zone à la fois immense et méconnue, ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Alors on va délimiter cette étendue dans un instant mais surtout on va se concentrer sur ces États insulaires qui sont parmi les premières victimes du changement climatique. Alors ils sont petits par la taille, mais ils sont très nombreux et finalement de leur sort dépend l'avenir de la géopolitique mondiale. Oui, rien que ça, j'en parle avec mes invités. Bonjour Géraldine Giraudot. Bonjour. Vous êtes professeure de droit public à l'université Paris-Saclay, après avoir exercé notamment en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande. Je cite, c'est une liste non exhaustive, quelques-uns de vos thèmes de recherche, le droit de la mer, le droit des Outre-mer ou encore les enjeux du Pacifique. Le capitaine de frégate Jérémy Bachelier est également avec nous. Bonjour commandant. Bonjour. Vous êtes officier intégré à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, et vous avez longtemps travaillé sur les enjeux de la zone Indo-Pacifique pour la Marine nationale. Et puis, nous sommes en liaison avec le Canada. Bonjour Elie Clé. Bonjour. Vous effectuez en ce moment un doctorat de droit international. Alors vous êtes à cheval entre Aix-Marseille, Ottawa et Toulouse 1. Capitole, et votre sujet de thèse, c'est une réflexion sur le cadre juridique et les conséquences de la disparition d'un État en raison des changements climatiques. Alors ce n'est pas la science-fiction, on va le voir, et c'est d'ailleurs d'une brûlante actualité pour certains territoires. Alors on va peut-être tout simplement d'abord dessiner les contours de la zone Indo-Pacifique. Alors c'est tout à fait paradoxal, c'est la zone maritime la plus étendue de la planète, et lorsqu'on ouvre un atlas, eh bien c'est aussi la seule coupée en deux. Géraldine Giraudot, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer d'où à où va cette zone Indo-Pacifique, selon vous ? Alors, la zone Indo-Pacifique, c'est autant une réalité qu'une projection stratégique, en réalité. Et ces contours sont à géométrie variable selon les acteurs qui en parlent. Dans son sens le plus large, ça peut aller des côtes orientales de l'Afrique jusqu'aux côtes occidentales américaines. Et ça désigne un espace au sein duquel transite une proportion très importante des routes commerciales notamment, et au sein duquel on trouve des enjeux particulièrement importants aujourd'hui. On va y revenir dans un instant sur les enjeux. Si on parle pour un militaire français ou un marin, l'Indo-Pac ou l'Indo-Pacifique, ça va d'où à où, commandant ? Alors, pour la stratégie française, qui n'est pas vue en 2019, je rappelle que la stratégie française va effectivement des côtes orientales de l'Afrique, côtes occidentales des Amériques, et donc englobe les océans Indien et Pacifique comme un tout intelligible, considérant ce qui est évoqué, les enjeux de sécurité économique, de sécurité énergétique, de sécurité environnementale, d'accès aux ressources, et puis les intérêts fondamentaux qui sont ceux de la France à travers leur territoire ultramarin, au regard notamment des effets du changement climatique sur le plan sécuritaire, qui ont effectivement des impacts majeurs sur ce plan régionaux, et donc sur lesquels il y a une forme de cohérence d'ensemble pour la France. Alors après, effectivement, comme ça a été dit par Mme Giraudot, ce n'est pas le cas de tous les pays. En premier lieu, les États-Unis considèrent l'Indo-Pacifique comme étant une zone allant effectivement des côtes occidentales des États-Unis et de l'Amérique jusqu'au milieu de l'océan Indien. Et à partir de là, on passe sur une autre dimension sur le plan stratégique s'agissant des États-Unis. Donc on est véritablement sur des dimensions Indo-Pacifiques qui sont très différenciées d'un pays à l'autre, et en particulier entre la France et les États-Unis dans un premier temps. On va aller retrouver Elie Clé. Vous vous concentrez sur les États insulaires. Alors pour le coup, on est dans le Pacifique, voire le Pacifique Sud, parce que finalement, à part l'archipel d'Hawaï, il y a simplement quelques cailloux dans le nord. Que se passe-t-il au niveau du changement climatique, Elie, pour ces États insulaires ? On pense évidemment à la submersion, mais il n'y a pas que ça. Oui, exactement. Alors, c'est des États qui sont, comme vous le disiez, qui sont très petits par la taille et qui sont extrêmement touchés par les changements climatiques. C'est des pays qui vivent, comme vous l'avez dit, la montée des eaux d'une manière particulièrement forte.
puisque les eaux montent partout dans le monde du fait de la fonte de la calotte glaciaire, mais aussi tout particulièrement dans ces zones, à cause de la dilatation des océans, parce que les océans chauffent tout particulièrement dans ces zones-là, ce qui fait que l'eau y monte jusqu'à 10 fois plus vite que dans d'autres zones du monde. Et ces zones sont d'une altitude qui est particulièrement basse, en moyenne à peu près 2 mètres d'altitude, parfois moins, parfois un peu plus, mais ça monte jamais très haut. Et c'est des États qui sont extrêmement petits. Il faut s'imaginer que Tuvalu, par exemple, c'est 26 km² de terre. Ça fait, pour le comparer, ça fait à peu près un quart de Paris. C'est extrêmement petit. La zone la plus large de l'île principale du pays fait seulement 400 mètres de large. Donc c'est des zones qui sont très très sensibles au changement climatique. Donc il y a cette montée des eaux qui est un phénomène lent d'une part, qui va impliquer donc la submersion du territoire à moyen terme en fait, à un terme relativement court, en tout cas sur un temps géologique. Il y a la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes, de tempêtes, etc. Il y a aussi, à cause de cette montée des eaux, une salinisation des sols, des nappes phréatiques, qui va rendre impure toute eau potable, toute possibilité d'agriculture, et va finir par rendre ces territoires inhabitables. Et c'est le cas pour un certain nombre d'îles. Donc là, j'ai cité Tuvalu. On peut citer aussi les Maldives, les îles Marshall, Nauru, Kiribati, qui sont aussi extrêmement touchés et qui cherchent des solutions pour éviter de disparaître à tout jamais. Oui, je reviens vers vous dans quelques instants. Élie, Géraldine Giraudot, quels enjeux vous voyez également climatiques pour ces États? On a parlé vraiment très géographiquement de terres qui sont très au ras de l'eau. On parlait des Tuvalu, c'est un archipel qui jusqu'ici comptait 9 îlots, il n'y en a plus que 7. Dans 100 ans, il y en aura peut-être sans doute plus. Quels autres enjeux, difficultés sont abordés par ces États? Alors, les effets, et beaucoup ont déjà été évoqués, sont multiples en effet. On pourrait d'ailleurs ajouter l'acidification des océans avec le blanchissement des coraux et donc la disparition des écosystèmes aussi qui les entourent et qui sont des sources de protéines facilement accessibles pour beaucoup de communautés insulaires qui n'ont pas beaucoup d'autres alternatives et des effets qui vraiment se déclinent. Du point de vue des enjeux plus juridiques, du point de vue du droit international, en réalité, on peut distinguer entre des enjeux qui relèvent de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, et puis des enjeux plutôt relatifs aux impacts sur les droits de l'homme. Donc, du point de vue de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ça a été dit, on parle de confettis terrestres, mais qui sont d'immenses nations maritimes, parce que l'application du droit de la mer dans une zone avec cette configuration fait que le ratio terre-mer est sans équivalent. Tuvalu, la ZEE, c'est 27 000 fois sa superficie terrestre, ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas sans intéresser l'Australie, on pourra en reparler. Juste peut-être pour le grand public, la ZEE, la zone économique exclusive, vous avez droit de faire quoi et les autres ont interdiction de faire quoi? Pardon d'être un peu trivial dans ma question. En vertu du droit de la mer, on distingue des espaces. Donc il y a une souveraineté pleine entière, c'est-à-dire que toutes les compétences étatiques s'exercent sur la mer territoriale, qui va jusqu'à 12 000 marins en partant des côtes. Et puis au-delà, on a une zone qu'on dit sous juridiction étatique, donc sur laquelle l'État exerce certaines compétences qui sont plutôt tournées vers l'exploration et l'exploitation des ressources. Donc les autres États ont la liberté de traverser ces zones, par exemple, mais ça donne quand même un avantage stratégique conséquent et économique aussi pour l'État qui exerce sa juridiction sur ces espaces. Donc les effets du changement climatique, et en particulier la montée des eaux, ils viennent déjà remettre en cause les limites et les frontières maritimes.
Donc il y a tout un mouvement en ce moment, enfin pour faire court, pour essayer de faire évoluer le droit ou à tout le moins de l'adapter pour fixer ses limites en dépit de la montée des eaux. Et puis ensuite, du point de vue de la souveraineté, il y a aussi effectivement un risque de disparition de certains États, enfin de certains territoires terrestres à tout le moins, en particulier en ce qui concerne les États dits atolliens, c'est-à-dire des États dont le territoire est entièrement composé de formations coralliennes de très basse altitude, donc sans point haut où se réfugier. Et quand on voit, on parlait de la largeur là, des bandes de terre de Tuvalu, effectivement, quand on voit une image de ce à quoi ressemble un atoll, on comprend très vite la vulnérabilité de ces territoires par rapport à la montée des eaux. Et donc c'est le cas de Tuvalu, ça a été dit, de Kiribati, des îles Marshall, de Tokelau aussi, qui n'est pas un État, mais qui est un territoire spécial de la Nouvelle-Zélande, ou encore des Maldives. Donc ces territoires vont devenir inhabitables avant d'être entièrement submergés. Ça, c'est ce qu'on observe déjà pour certaines îles, parce qu'on ne peut plus rien y faire pousser, en raison de la salinisation des sols, notamment. Et ça forcerait la population à être entièrement déplacée et le territoire terrestre pourrait être entièrement submergé, ce qui pose la question de la survivance de ces États, donc de leur capacité à continuer d'être des États et avoir, par exemple, un siège aux Nations Unies. Justement, d'un mot, c'est vrai que lorsqu'on pense migrants climatiques, on pense à l'Afrique, au Sahel, parce qu'on a l'impression que c'est un plus près de nous, que des images nous parlent plus. Ça concernerait, ou ça concernera combien de personnes, la migration climatique dans le Pacifique ? Dans le Pacifique, la situation est singulière parce que ce n'est pas la région au sein de laquelle le nombre de personnes concernées va être le plus important. On a plus de crainte quand ces phénomènes vont se manifester de façon plus intense dans le sud asiatique, par exemple. Les estimations, elles sont très difficiles en chiffres. Certains s'y sont essayés, plusieurs dizaines de milliers, mais c'est très difficile à chiffrer parce qu'il faut prendre en compte les déplacements internes au sein des frontières étatiques et les déplacements au-delà d'une frontière étatique, donc les déplacements internationaux. Ce qui est particulier, c'est que, étant donné que cette région est en première ligne des effets du changement climatique, ce ne sont pas des projections, c'est déjà une réalité. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de communautés qui ont dû être relocalisées, notamment à Fidji, qui a un programme spécifique en ce sens, notamment aux îles Salomon ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Élie Clé, est-ce que vous pourriez nous parler, parce qu'on va s'appuyer sur l'actualité, du dernier accord entre l'Australie et les Tuvalu, parce qu'on essaye, aussi bien que possible, de ne pas faire de la migration climatique entre ces deux États, mais bien une mobilité climatique. Que s'est-il passé à la mi-novembre entre Canberra et les citoyens de Tuvalu ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un accord qui est très intéressant, qui est très novateur à bien des égards. Comme vous le disiez, les États essayent généralement d'éviter cette qualification. On entend souvent dans les médias d'asile climatique, les réfugiés climatiques, la migration climatique. Mais c'est vrai que les migrations dans ces territoires du Pacifique dues au changement climatique, les États fuient dans ce cadre généralement la qualification climatique d'une part et cette question de migration climatique. C'est le cas par exemple du Pacific Access Category Act de la Nouvelle-Zélande qui permet à un certain nombre de ressortissants des Kiribati, de Tuvalu, d'un certain nombre d'États de venir sur leur territoire, un nombre réduit. Et c'est une migration qui est toujours qualifiée purement d'économique, une migration de travail, ce qu'elle est d'ailleurs. Aucune base à ce titre climatique n'est précisée. Ici, le fondement climatique est précisé dans l'accord. On parle néanmoins, comme vous le disiez, de mobilité et pas de migration. Et dans cet accord, on voit que le souhait des habitants du peuple tuvalais de rester sur son territoire le plus longtemps possible et la mise en place de mesures d'adaptation
au changement climatique est aussi souligné dans cet accord. Ce qui est intéressant aussi dans cet accord pour la survie de l'État de Tuvalu, c'est que l'accord précise directement que le statut de l'État et la souveraineté de Tuvalu seront maintenus et que les droits et les devoirs qui y sont inhérents sont maintenus nonobstant la montée du niveau de la mer. Ça c'est très intéressant du point de vue de la survie de l'État de Tuvalu malgré la montée du niveau de la mer et son risque de disparition physique suite à cette montée des eaux. Et voilà, et dedans il y a un certain nombre de dimensions. Il y a un volet de défense aussi, un volet de soutien en matière de catastrophes naturelles. Et cette dimension migratoire où l'Australie permet un certain nombre de droits aux Tuvalais de résider sur leur territoire, de travailler, d'étudier, d'avoir des droits en termes de santé, des aides, même si on remarque que l'Australie n'ouvre pas la voie à un certain nombre de droits culturels ou de regroupement des Tuvalais qui seraient prévus par ce traité et qui pourrait aussi permettre à la culture toubalaise potentiellement de survivre suite à la disparition de l'État. Et voilà, c'est comme vous le disiez, comme j'ai entendu avant, c'est une volonté aussi, comme le disait Géraldine Giraudot, de Canberra d'étendre son influence à Tuvalu vis-à-vis de la Chine, et c'est une victoire stratégique importante de l'Australie par rapport à la Chine pour étendre son influence sur des nations qui ont un territoire maritime très important dans une zone qui est très hautement stratégique dans un contexte d'opposition entre les États-Unis et la Chine. Alors ça, évidemment, tout l'aspect géopolitique, on va y revenir après, mais on a bien compris que tout le monde avait fait à peu près le même constat, mais qu'en est-il de la prise de conscience véritable par les États? Ça fait 20 ans que la maison brûle, selon Jacques Chirac, et maintenant ce sont les responsables politiques du Pacifique qui tentent de convaincre les grandes puissances qu'il faut passer la seconde. Un appel qui avait été relayé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, c'était en ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh, c'était en novembre 2022. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Les températures mondiales continuent d'augmenter. Et notre planète approche rapidement des points de bascule qui rendront le chaos climatique irréversible. Nous sommes sur la route de l'enfer climatique. La guerre en Ukraine et d'autres conflits, bien sûr. Beaucoup de sang et de violence qui ont des conséquences dramatiques partout dans le monde. Mais nous ne pouvons pas accepter que notre attention ne soit pas concentrée sur le changement climatique. Nous devons bien sûr travailler ensemble pour soutenir les efforts de paix. Et ensuite, le changement climatique qui se situe sur une chronologie différente. Une différence à grande échelle. C'est une question déterminante de notre époque. C'est le défi central de notre siècle. Des mots très forts prononcés en l'absence des présidents américains et chinois, ce qui donne déjà un élément de réponse sur la prise de conscience. Commandant, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup parlé de réduction des effets de serre. On a vu les tout derniers chiffres entre l'objectif et ce qui est fait véritablement. Forcément, encore une fois, on montre des images d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est et pas forcément des images de mer qui montent sur des petits atolls avec des sacs de sable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est évidemment difficile. Moi, je me rappelle déjà lors de la COP26, cette fameuse déclaration du ministre des Affaires étrangères, les pieds dans l'eau, en train d'exprimer le désarroi qui était celui de sa population vis-à-vis de la montée des eaux sur les Tuvalu. Donc la problématique est déjà bien maîtrisée et bien connue, malheureusement, j'allais dire, de cette région. Je veux juste peut-être rappeler aussi que c'est un problème qui est jugé existentiel par les États du Pacifique insulaire. On peut rappeler peut-être la déclaration de Beau,
de 2018 qui fait état d'un certain nombre de domaines prioritaires s'agissant de cette région du Pacifique insulaire, dont la résilience au changement climatique et la capacité à gérer ce que j'appellerais l'ensemble des conséquences inhérentes à ce changement climatique, qu'il s'agisse de l'amplification des phénomènes météorologiques ou qu'il s'agisse des phénomènes d'élévation du niveau de la mer qu'on a évoqués. Donc ça, c'est une prise de conscience qui déjà existe. Depuis 2018, elle est formalisée à travers cette déclaration de Beau. Et évidemment, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en particulier la soutiennent et font en sorte que dans l'ensemble des structures, des partenariats sur lesquels on peut revenir par la suite, qui existent dans cette région, il y ait une véritable prise de conscience quant au fait que le changement climatique est un problème existentiel dans cette région. Ça a été évoqué à l'instant même concernant les conséquences sur les populations, sur le fait qu'il y a un certain nombre de territoires qui déjà, dans les Tuvalu, disparaissent. Je pense aussi au Tuamotu pour la Polynésie française, qui est à une hauteur de 1,5 mètre de mémoire et qui est donc est extrêmement vulnérable. Et donc, c'est effectivement un enjeu majeur. Bon, qu'est-ce qu'on fait derrière tout cela ? Bon, déjà, il y a des structures qui existent. On a parlé d'un certain nombre d'entre elles déjà sur la première partie. Je rappellerai aussi que dans quelques semaines aura lieu le SDPMM, donc qui est la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, à laquelle le ministre français, M. Le Cornu, se rendra, et qui aura lieu à Nouméa. Donc la France, pour la première fois, je crois, le recevra donc, sur un territoire ultramarin français. Il me semble, sans vouloir faire de teasing mal placé, qu'il y ait un sujet changement climatique extrêmement structurant, considérant qui plus est que l'actualité s'y prête, puisque je rappelle que la semaine passée, le cyclone Lola, si je ne corrige pas son nom, est passé par les Vanuatu, et que la France a été là aussi au répondant, si je puis dire, de l'appel des autorités des Vanuatu en mettant en place un Falcon pour un certain nombre de missions de surveillance et de reconnaissance, en disposant un Puma pour des soutiens médicaux et d'urgence. Donc il y a des dispositions comme ça qui existent et je pense que l'actualité s'y prête. Et puis il y a d'autres structures qui existent déjà dans cette région du Pacifique insulaire, que sont l'accord France, sur lequel il faut absolument être fier, puisqu'il a quand même montré, cet accord a déjà montré un certain nombre de satisfactions, notamment lors de l'éruption volcanique de Unga Tonga en janvier 2022 sur les Tonga, où l'accord France a été mis en œuvre et a apporté un certain nombre de satisfecit, je pense, sur le plan militaire, sur le plan de la réaction coordonnée des différents États membres. Donc cet accord France, entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, fonctionne correctement et permet de faire face à un certain nombre de catastrophes naturelles et humanitaires lorsque c'est nécessaire dans les États du Pacifique insulaire. Donc il y a des structures existantes. Bien évidemment, je pense que le constat, c'est qu'il y a malgré tout une forme d'éclatement des dispositions mises en œuvre, des structures mises en œuvre, que chacune des grandes puissances, finalement, essaye aussi de structurer une réponse multilatérale avec sa propre perspective et ses propres intérêts. Et donc, la Chine et les États-Unis en premier lieu, mais aussi un nombre d'acteurs régionaux, l'Australie en particulier, essaye effectivement de modeler les réponses multilatérales, régionales, sur la base de ses propres intérêts. Donc aujourd'hui, une structure assez éclatée et hétéroclite, me semble-t-il. Géraldine Giraudot, je comprends qu'il y a des initiatives, notamment de la France, mais le droit, que peut-il ? Ce que comprennent les gens, c'est que sur tous ces objectifs qui sont fixés notamment par les COP, il n'y a rien de véritablement contraignant et que chacun, avec ses amis ou ses alliés, fait un petit peu ce qu'il veut ou peut. Oui, le droit du climat est un droit qui est encore en développement et pour l'instant, les réponses qui sont apportées sont peu satisfaisantes puisque la preuve, les effets en sont assez limités. Si on prend l'accord de Paris, par exemple, c'est un accord hybride où il y a surtout ce qu'on appelle de la soft law, du droit mou et quelques dispositions effectivement de nature contraignante. Donc ce qu'on observe, c'est quand même un mouvement qui part à la fois de la société civile et aussi justement des États insulaires du Pacifique en particulier, pour venir mettre les États émetteurs face à leurs responsabilités en utilisant des outils, notamment les outils juridiques, par le biais d'actions devant des juridictions. Et ça, c'est assez intéressant à observer parce que ça relève aussi d'un changement de narratif au sein duquel les États du Pacifique finalement veulent casser un petit peu ce discours de vulnérabilité et donc, pour le dire autrement, montrer qu'ils sont en première ligne des effets du changement climatique, mais aussi en première ligne du combat qui peut être mené. Ils ne sont pas de simples victimes. Voilà, ils n'attendent pas. D'ailleurs, c'est le slogan de certaines associations là-bas. On n'est pas en train de se noyer, on est en train de se battre.
Et donc, ils ont, depuis quelques années, été à l'initiative d'actions très intéressantes, et notamment, pour en citer quelques-unes, alors de déclarations déjà politiques fortes. La déclaration de Beau a été citée dans le cadre du Forum des îles du Pacifique, qui est le principal cadre de coopération politique, dont sont membres d'ailleurs la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Et puis, un certain nombre de procédures, notamment pour solliciter un avis récemment du Tribunal international du droit de la mer sur le droit de la mer et le changement climatique, et aussi devant la Cour internationale de justice. C'est une initiative qui part d'un groupe d'étudiants à la base, mais qui a été ensuite portée par le Vanuatu, pour solliciter un avis sur changement climatique et droit international, pratiquement, je dirais, parce que les questions sont très générales, elles portent sur les obligations des États et les conséquences des violations. Donc, il y a un problème de temporalité, parce que toutes ces actions, elles ne vont pas changer les choses du jour au lendemain, mais tout cela contribue d'une action très forte, parce qu'ils alertent sur les conséquences du changement climatique depuis fort longtemps. En réalité, ils n'étaient pas vraiment écoutés, mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent que c'est en train de changer, à la fois l'intensité de la campagne qui est menée au niveau international. Il y a l'émergence véritable d'une diplomatie océanienne du climat, et puis un contexte qui a changé, parce que les intérêts stratégiques qui ont été identifiés dans la zone ont aussi contribué à ce qu'on tourne notre regard de façon plus attentive. Évidemment, les arrière-pensées, on y reviendra. Élie Clé, c'est vraiment difficile ce lien entre je dirais les grands États pyromanes qui essayent de se faire pompier et ces États insulaires qui ne veulent pas être victimes. Alors, je reviens vraiment sur cet accord entre les Tuvalu et l'Australie. L'Australie, comme c'est très loin, on ne le sait peut-être pas forcément, mais c'est un gros exportateur de charbon, de gaz. L'Australie accueille bien gentiment 280, ou va accueillir, si tout se passe bien, si c'est ratifié, 280 habitants des Tuvalu par an, et donner 9,5 millions d'euros pour consolider les côtes. En gros, mettre des sacs plastiques remplis de sable pour aider, tant que faire se peut, les Tuvalu. Vous qui connaissez ces États insulaires, quel est justement l'avis de ces populations, le sentiment face à des gens et des États qui ont été les puissances, hein. On le rappelle, tous ces confettis finalement sont passés sous le pavillon américain, parfois britannique, parfois sous occupation japonaise, et maintenant qu'ils sont tout seuls, eh bien on revient à eux de façon assez délicate, parce qu'il y a encore une fois des arrière-pensées. Que pensent ces États de ces aides en devenir ? Tout à fait, c'est un sentiment qui est complexe, qui est mitigé entre une nécessité d'aide, parce que c'est des États qui ont des ressources financières qui sont extrêmement limitées. La capacité d'adaptation d'un État au changement climatique est directement indexée sur ses capacités financières. C'est des États, pour certains, qui ont que quelques dizaines de millions de dollars de PIB annuel, donc c'est extrêmement faible. Ça leur laisse une marge d'adaptation très très réduite vis-à-vis de la montée des eaux. Et en même temps, c'est évident que si l'Australie, et elle l'a annoncé à la COP27, continue d'exploiter comme elle le fait du charbon et ensuite empile quelques sacs de sable sur la plage, c'est sûr que ces mesures sont insuffisantes et en tout cas ne permettront pas de sauver ces États insulaires. Pour l'accord, pour sa dimension migratoire, partir n'est jamais vu comme une victoire pour ces États, pour leurs ressortissants qui sont très attachés à leur terre, qui ont un lien qui est ancestral, qui est très particulier pour des populations autochtones, qui ont un lien coutumier avec leur terre et qui veulent donc par conséquent pas nécessairement être relocalisés. C'était les habitants de Nauru, je crois, et qui avaient, je le dis de mémoire, qui avaient refusé une proposition de l'Australie aussi de les relocaliser
sur une île parce que leur île est quasiment inhabitable à cause de l'exploitation du phosphate. Elle est détruite à plus de 90%. Et donc, ils avaient refusé pour éviter de perdre leur culture qui leur est propre. Et c'est pour ça que cette absence systématique à ce stade de reconnaissance de droits culturels dans les accords migratoires est un problème pour la survie de ces États en tant que tels, la survie de leur culture suite à leur disparition. Et ces États font donc toute une campagne pour faire connaître les enjeux de leur disparition, la réalité de leur disparition, et essayent de faire parler d'eux au maximum dans les COP, et auprès du grand public et par des actions en responsabilité. Comme ça a été dit plus tôt, il y a eu le discours les pieds dans l'eau du ministre des Affaires étrangères de Tuvalu. Il y a eu lors de la COP27 l'annonce de Tuvalu aussi de téléverser son territoire dans le métavers, de créer une réplique dans le métavers de son territoire, qui est à la fois un enjeu juridique pour assurer sa survie de manière virtuelle suite à la submersion de son territoire, mais aussi un enjeu médiatique extrêmement fort et un puissant outil de communication pour mieux faire connaître leur problème, qui est un problème purement existentiel. Commandant, on comprend que les grandes puissances, je pense évidemment à la France, ne peuvent plus faire de diplomatie à la papa, c'est-à-dire envoyer de l'argent, faire comme un certain nombre de puissances l'ont fait avec l'Afrique, avec beaucoup de communication et peu d'effets. Il faut penser à tout, au patrimoine culturel, on va y revenir dans 2-3 minutes, à cette possession des terres par ces habitants qui ont autant de droit de vivre sur leur état victime que nous sur le territoire métropolitain. Oui, alors déjà de dire quand même que lors de la stratégie Indo-Pacifique qu'on a évoquée, je crois, qui a donc paru en 2019, mention a déjà été faite de ces grands enjeux globaux que sont le changement climatique, la protection de la biodiversité, des océans et j'en passe. Et le fait est qu'il y a quand même une prise de conscience, on peut s'en satisfaire, de la France s'agissant de la sensibilité, de la vulnérabilité des États du Pacifique insulaire en matière climatique. On peut malgré tout reprocher cette stratégie, à l'inverse, que possiblement elle n'ait pas été construite en cogestion avec les territoires ultramarins et les collectivités territoriales, et que l'ensemble des directives viennent du haut, sans qu'il y ait eu de concertation amont, effectivement, avec les collectivités, pour que des mesures d'atténuation liées au changement climatique, pour qu'une politique un peu aussi locale et coordonnée puisse être mise en place entre la Nouvelle-Calédonie, les Wallis-et-Futuna et puis la Polynésie française, et qu'à la fin des fins, on a le sentiment qu'effectivement, ces territoires ultramarins soient considérés par certains comme un instrument géopolitique, plus que comme des territoires à proprement parler sur lesquels effectivement il y a des conséquences liées au changement climatique sur les territoires, sur les populations. Et donc je pense qu'il y a là une discussion qui est en cours au moment où on se parle vis-à-vis de cet aspect, et que j'espère que la stratégie qui est censée paraître prochainement sur l'Indo-Pacifique puisse prendre en compte ces considérations-là et partir de ce que j'appelle donc les intérêts fondamentaux, c'est-à-dire les territoires ultramarins, et faire en sorte qu'on puisse construire avec les collectivités territoriales une vraie stratégie en matière de mesures d'atténuation vis-à-vis des changements climatiques. Donc ça, c'est déjà pour la France, j'allais dire, un point de départ. C'est déjà de considérer ses propres territoires comme étant l'objet d'une vulnérabilité et de faire en sorte qu'on puisse, depuis la métropole, co-construire une vraie stratégie qui parte de ces territoires ultramarins. Donc je pense que c'est en cours. Je pense que les autorités, notamment métropolitaines, en sont conscientes et que, fort d'un rapport d'ailleurs qui est paru l'année passée en provenance des collectivités territoriales, considérant ces aspects-là de cogestion, je pense qu'il y aura une prise de conscience qui amènera à ce qu'il y ait un meilleur traitement sur la stratégie française s'agissant des territoires ultramarins et des conséquences sécuritaires en premier lieu sur le changement climatique. Géraldine Giraudot, vous qui avez exercé en Nouvelle-Calédonie, vous avez senti cette vision jacobine. Alors on le sait, Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française, il n'y a pas que des enjeux climatiques, les enjeux d'autonomie plus ou moins voulus par ces territoires, mais est-ce que vous avez senti chez les néo-calédoniens
jusqu'à il y a peu en tout cas, ce sentiment un peu étrange d'être pris pour un territoire stratégique et pas forcément pour, non pas une victime, mais un territoire qu'il faut vraiment aider sur le champ climatique. Alors, des Calédoniens eux-mêmes, je ne pourrais pas dire ça, d'autant que ce soit les populations calédoniennes ou autres dans le Pacifique, elles sont quand même en majorité assez éloignées de l'Indo-Pacifique et de la stratégie qui correspond. Voire d'ailleurs, cette vision peut faire l'objet de rejet de la part de certains leaders qui préfèrent parler du continent bleu plutôt que d'avoir recours à l'expression d'Indo-Pacifique. Ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir, et ça a été très justement soulevé, un sentiment d'instrumentalisation de territoires ultramarins qui confère à la France une assise territoriale en Indo-Pacifique, où elle a d'ailleurs effectivement 93% de ses espaces maritimes sous juridiction française, donc c'est énorme. Près de la moitié en Polynésie française, 4,5 millions de kilomètres carrés. Et en même temps, ou en tout cas, une consultation et une association bien trop limitée de ces territoires et de leurs ressources pour élaborer et faire évoluer cette stratégie. La France, de ce point de vue-là, est dans une situation qui est d'ailleurs qui peut être délicate, parce qu'elle a à la fois des parties de son territoire qui sont exposées en première ligne aux effets du changement climatique, et elle est aussi émettrice de gaz à effet de serre. Et cette difficulté a pu d'ailleurs se ressentir dans le soutien qui a été apporté par exemple à la résolution pour la Cour internationale de justice, pour la sollicitation de l'avis, qui est arrivée. Il y avait un soutien de la France, mais peut-être un peu plus tardivement que d'autres États, parce que bien sûr ça pose des questions importantes en termes à la fois de responsabilité. Alors vous avez vu, on a essayé de vraiment poser les bases de ce changement climatique, mais vous avez senti à travers des tournures de phrases qu'on tourner justement autour de la géopolitique, parce qu'on va y venir, toutes ces arrière-pensées stratégiques, militaires, géopolitiques. On va y revenir dans la troisième partie. Mais on va innover dans le podcast Périscope avec Arthur Billat, l'aspirant Billat. C'est l'œil du midship. On l'a vu, Arthur, bonjour. Bonjour à tous. Le changement climatique, eh bien, il implique un gros risque de submersion, entre autres, qui est dû à la montée des eaux. Alors, il y a des îles qui sont susceptibles d'être submergées avec elles. On en a parlé, on l'a évoqué, c'est tout le patrimoine culturel et historique qui en découle. Alors, comment se débrouillent les États insulaires pour la préservation du patrimoine ? Et vous allez parler ce matin, Arthur, de la cité antique de Nan Madol. C'est comme ça qu'on prononce ? Oui, c'est bien Nan Madol. Oui, et donc cette cité et sa préservation sont, comme vous l'avez dit, en réalité au cœur de ce qu'il risque de se passer dans les années à venir. Laissez-moi vous présenter donc la Venise du Pacifique, la cité antique de Nan Madol. Elle est perdue en plein Pacifique, sur l'île de Pohnpei. Cette cité était le siège politique et religieux de la dynastie Sodeleur, qui a régné pendant plus de 500 ans. Tout porte à croire que cette civilisation était assez développée pour l'époque. La preuve, 1000 personnes en moyenne vivaient ici, avec certains murs qui étaient hauts de 12 mètres et larges de 5. Pour compléter le tableau, chaque vestige est séparé des autres par des canaux, d'où son surnom de Venise du Pacifique. Mais alors, pourquoi a-t-elle été abandonnée ? Les avis divergent, mais il semblerait que ce soit un changement de dynastie, un changement politique, donc, qui ait provoqué le désintérêt. En tout cas, il n'y a aucun consensus historique pour l'instant. Toujours est-il que cette cité est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Pour préserver leur patrimoine, les États fédérés de Micronésie ont eu 2 actions. La première, s'insérer au sein d'un patrimoine de l'UNESCO pour bénéficier des aides internationales. Et c'est ce qu'ils ont fait, du coup, en intégrant un programme d'identification et de protection du patrimoine pour les petits États insulaires. Concrètement, ça leur permet de conserver et de gérer durablement les sites déjà inscrits. Mais est-ce que ce programme prend-il en compte le changement climatique ? On y revient dans quelques instants. Autre action, demander l'appui financier d'un autre État. Par exemple, les États-Unis. La Micronésie a une histoire commune avec les Américains. Mise sous tutelle dès 1945, elle devient indépendante en 1986. Elle bénéficie avec les États-Unis d'un contrat de libre association qui lui a permis d'avoir 2,3 milliards de dollars
en 40 ans pour son développement économique et sociétal. Cerise sur le gâteau, en 2023, le département des Affaires intérieures des États-Unis a annoncé des subventions à hauteur d'$1 million pour la préservation des sites historiques. Ces derniers sont répartis entre la Micronésie, les Palaos et les îles Marshall. Et Nan Madol va avoir $375 000. Alors, tout est bien qui finit bien? Eh bien non, pas totalement. Le tourisme est relativement important pour le pays. 7,9% du PIB, soit 22,5 millions d'euros de bénéfices en 2015. Mais ça, c'était avant Covid. Depuis, c'est encéphalogramme plat. Il n'y a aucune donnée depuis 2015. On manque aussi d'informations sur l'état d'avancement de la conservation et de la gestion durable promise par le programme. Comment va-t-il s'adapter au changement climatique? C'est la grande question. Pire, dans un contexte géopolitique où Chine et États-Unis s'affrontent, quelle place sera réellement laissée au patrimoine culturel et historique micronésien? Pour rappel, la défense de la Micronésie est déléguée aux États-Unis grâce au traité de libre association. Son positionnement stratégique, majeur en Indo-Pacifique, risque aussi de mettre la conservation du patrimoine au second plan. Alors, comment faire pour éviter l'abandon? Faut-il s'allier à d'autres nations insulaires? Peut-être. C'est ce qu'ont fait les États fédérés de Micronésie lors d'un sommet organisé en septembre à Bali. Et elle est peut-être là la solution. En tout cas, si rien n'est fait, la Venise du Pacifique risque de devenir l'Atlantide du Pacifique. L'œil du Michib. Merci beaucoup Arthur pour cette première chronique de la saison 2. Élie Clé, si vous êtes toujours avec nous, vous nous parliez tout à l'heure de ce patrimoine culturel. Finalement, que dit le droit, vous, dont le sujet de thèse est la disparition, les conséquences de la disparition d'un État en raison des changements climatiques, c'est disparition de sa population, des institutions, mais aussi du patrimoine culturel. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour l'instant? Eh ben, pas grand-chose justement, mais c'est un enjeu qui est à la fois juridique, de préserver, comme je disais, ces accords régionaux qui sont conclus avec ces États du Pacifique ne prévoient généralement pas de mesures de préservation culturelle, mais le droit international est toujours un droit qui est très lié à la volonté des États, à la volonté politique des États, et c'est à ce titre que les États du Pacifique essayent de tout faire pour conserver leur culture, faire vivre leur culture, malgré les risques de disparition. Et c'est donc un processus qui est à la fois lié à la volonté des États et lié à la réalité du droit international. Et donc voilà, à ce titre-là, donc les États font tout pour maintenir cette culture dans la mise en place de ces politiques régionales, et pour pas être, comme vous le disiez, relégué au rang d'un simple positionnement stratégique qui fait passer au second plan cette dimension culturelle, avec des positionnements très forts parfois de la part de certains États, comme les États-Unis, qui ont apporté un soutien très important aux îles du Pacifique. Quand Joe Biden a reçu les États du Forum des îles Pacifiques à Washington, il a affirmé que ils ne perdraient jamais leur statut d'État et leur statut de membre des Nations Unies à cause de la crise climatique. Et ensuite, rien n'est dit en réalité sur les modalités réelles de ce maintien de statut d'État et sur le maintien de cette culture qui est propre à chaque État du Pacifique, qui ont chacun une culture propre et qui risque, si on n'y prend pas garde, si rien n'est mis en place juridiquement, qui risque de disparaître. Si
toute la population, d'un État migre dans un ou plusieurs autres États et dispersée sur la surface du globe ou du moins du Pacifique, et qu'il n'y a aucun regroupement, aucune donnée juridique prévue, aucun statut particulier pour préserver leur culture, au bout de 3 générations, ils risquent de disparaître tout sentiment d'appartenance commun à une nation. Et même si cet État serait maintenu dans une sorte de coma artificiel suite à sa disparition, sans sentiment d'appartenance commun, on voit mal comment un État pourrait survivre à cette disparition physique, culturelle pendant plusieurs générations. Donc c'est un enjeu qui est de taille et un enjeu qui est pour l'instant pas traité de manière satisfaisante par le droit international, mais qui pourra l'être à l'avenir. C'est jamais une porte fermée, puisque le droit international permet toujours cette souplesse d'interprétation et cette souplesse de mise en place si la volonté politique, même si elle est mue par des intérêts stratégiques, si la volonté politique rejoint cette dimension juridique-là. Eh bien, venons-en à cette volonté politique. Si on écoute les grandes puissances, finalement, elles ne veulent que du bien à ces États insulaires. Vous allez écouter, par exemple, la prise de parole du ministre chinois des Affaires étrangères. C'était en octobre 2021, lors d'une réunion précisément avec les dirigeants des îles Pacifiques, réunion retransmise, bien évidemment, par la télévision officielle chinoise. 9 nations insulaires du Pacifique ont participé à la réunion. Les ministres ont échangé leur point de vue sur la lutte contre la Covid et le changement climatique. Ils ont également discuté des menaces à la stabilité régionale, comme un accord sur les sous-marins nucléaires entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Wang a déclaré que les relations de la Chine avec les pays insulaires du Pacifique étaient un bon exemple de coopération mutuelle. Commandant, si on en vient à la géopolitique, finalement, c'est beaucoup plus simple. Le Pacifique, vous avez d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine et un peu de Russie au-dessus. Est-ce que je suis beaucoup trop caricatural ? Non, je pense que c'est globalement ce qui se passe sur le terrain. Donc, ça a été évoqué, Wang Yi, effectivement, bien avant 2021 d'ailleurs, dès 2019, en fait, a fait une tournée dans le Pacifique insulaire pour tenter de mettre en place un certain nombre d'accords multilatéraux inhérents à des aspects de défense et de sécurité notamment. Bon, le fait est que l'information a fuité et que ça n'a pas abouti à l'effet escompté, mais gardons quand même à l'esprit que 52 accords bilatéraux, alors pas uniquement de défense et de sécurité, mais également dans le champ économique et financier, ont été signés, mais ce qui démontre bien qu'il y a cette volonté aussi d'influence et de mise à profit d'un certain nombre de problèmes régionaux par la Chine, comme ça est évoqué par les États-Unis, qui effectivement mettent en place des sommets unilatéraux, j'allais dire États-Unis plus, pour essayer effectivement de tirer profit aussi indirectement de la situation sur le champ de l'influence. Donc il y a cette volonté effectivement bipolaire qui existe entre la Chine et les États-Unis. La Russie, sauf erreur de ma part, ne sont pas omniprésents dans cette région, que ce soit sur le champ politique. Ils ont d'autres fers au feu. Ils ont d'autres fers au feu. En revanche, on les voit en Extrême-Orient de manière extrêmement régulière dès lors qu'on parle des forces armées, auprès de la Chine en particulier. Mais dans la région du Pacifique insulaire, tout du moins, aujourd'hui, on constate que c'est quand même une présence très forte sur le plan politique et militaire et croissante pour le coup de la part des États-Unis d'abord, de la Chine ensuite, et puis il y a aussi une remise en cause qui est opérée par l'Australie depuis quelques années, considérant cet entrisme chinois de plus en plus progressif. Et donc l'Australie, on le voit à travers l'accord avec les Tuvalu, mais plus largement, dans l'ensemble des enceintes qui existent dans cette région, l'Australie est de plus en plus active. Il y a eu un rapport du Lowy Institute qui est paru récemment et qui démontre bien que la Chine, sur le plan des versements financiers, des soutiens financiers au développement, est de moins en moins présente, là où l'Australie, elle l'est de plus en plus. Donc il y a quand même cette action-réaction qui est opérée entre l'Australie et la Chine dans cette région. Et la France essaye de trouver son chemin de concorde dans cette région, cette position d'équilibre. Oui, par exemple, je vois une nouvelle ambassade française qui arrive, qui s'installe en juillet 2023 aux îles Samoa. C'est une coïncidence, évidemment. Non, je pense que ça va effectivement dans le sens de l'histoire, où la France essaye aussi de trouver sa place, encore une fois, dans un panorama où de grandes puissances
arrivent avec des fonds financiers, avec des moyens qui ne sont pas les moyens français. Donc la France doit naviguer, j'allais dire, en eau trouble dans cette région et faire en sorte de faire prévaloir ses intérêts. On est partie prenante de cette région du Pacifique insulaire. On a une capacité, comme je le disais, de montrer par la voie symbolique ce qu'on est capable de faire sur nos propres territoires et que ça puisse effectivement embrasser une certaine forme de cohésion régionale si on devait effectivement, depuis la métropole, tirer parti de cette situation qui est la nôtre avec nos territoires ultramarins. Ce n'est pas forcément encore le cas, mais je pense que la stratégie qui est en cours d'élaboration devrait permettre d'aller de l'avant sur cette thématique. On fait quand même, Géraldine Giraudot, peser un poids diplomatique, juridique immense à ces États. J'ai devant moi une carte avec 16 territoires qui vont de la Polynésie à la Nouvelle-Calédonie. Je vois par exemple que les Kiribati ont accueilli une nouvelle ambassade américaine. Nauru, on leur a demandé de reconnaître Taïwan. Les îles Salomon ont désormais un accord de sécurité récent avec la Chine qui date de 2022. On leur demande plus de parler de pêche, de réserves halieutiques, d'accueil de ports et encore moins, j'ai envie de dire, de changement climatique. C'est soit la Chine, soit les États-Unis. Il faut choisir son camp. Je ne sais pas s'il faut choisir. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre qu'ils l'entendent comme ça. On les somme de le faire. Eux, ils doivent répondre à une menace qui est existentielle, qui est la plus grande menace de sécurité dans la région. Et ils ne sont pas dupes bien évidemment, de cette surenchère dans la présence et des tensions qui existent. Donc la position, c'est évidemment difficile d'en faire une homogénéité, mais la position qui ressort, la posture qu'adoptent ces États, c'est de rappeler que ce sont des États souverains et que de ce fait, ils sont libres de choisir leurs acteurs, enfin les acteurs avec lesquels ils négocient des accords, et qu'ils n'ont pas forcément à choisir un camp, mais que, comme n'importe quelle nation souveraine, ils peuvent signer des traités de coopération avec un État et avec un autre. Et au-delà, je crois qu'un certain nombre d'entre eux commencent à essayer de tirer profit, mais dans le bon sens du terme, de cette rivalité au bénéfice des besoins qui sont les leurs. C'est-à-dire que cette surenchère diplomatique, c'est aussi le moyen d'obtenir le plus d'aide possible pour s'adapter et pour faire face au changement climatique. À ce titre, le Forum des îles du Pacifique, est-ce que c'est la bonne institution pour ça, ou il y en a d'autres ? Il y a la coopération qui se fait au niveau bilatéral, qui est très importante, mais en termes de coopération, le Forum des îles du Pacifique, c'est le cadre politique principal. C'est une organisation internationale qui a une structuration qui n'est pas très structurée dans le sens où... C'est pas l'Union européenne ou l'Union africaine. Voilà, c'est les organes sont peu nombreux, il y a un secrétariat permanent, mais dont c'est un cadre politique dont l'activité tend à s'intensifier de toute évidence et qui est utilisé pour faire porter leur voix au niveau international par l'intermédiaire de déclarations importantes sur le changement climatique, sur les frontières et limites maritimes, et là, très récemment, il y a quelques jours, sur justement la nécessité de reconnaître la survivance et la continuité des États en cas de disparition du territoire terrestre. Une question très naïve. Commandant, je regarde l'océan Pacifique, 8000 km de l'eau, pas de terres rares, des ressources assez difficiles d'accès. Que vont faire les Américains et les Chinois, et nous aussi au milieu, dans cette recherche absolument de grignoter des territoires, au moins par l'influence ? Alors, déjà, les ressources halieutiques dans un premier temps. Gardons à l'esprit que la mer de Chine méridionale, l'Extrême-Orient, sont de plus en plus pauvres en matière de ressources halieutiques, puisqu'il y a eu une surpêche extrêmement considérable, qu'il y a une pêche illégale qui est structurelle dans cette région, qu'il n'y a pas d'organisation régionale des pêches. Donc de fait, les pêcheurs chinois, taïwanais, vietnamiens vont au-delà en fait de ce qu'ils appellent la première chaîne d'îles pour les Chinois, c'est-à-dire au-delà en gros de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et tendent à aller effectivement de plus en plus dans le Pacifique central ou Pacifique insulaire. Et il y a, pour regarder la carte, simplement de la Polynésie française, des amas par centaines de navires de pêche qui gravitent
autour de la zone économique exclusive française. On le voit très bien sur les photos satellitaires. Et donc le fait est que c'est effectivement d'abord une vocation qui est purement, alimentaire et économique, c'est-à-dire d'aller chercher là où elle se trouve, la ressource poissonneuse, halieutique, qui est très présente encore aujourd'hui dans le Pacifique insulaire. Donc ça, c'est la première des préoccupations. Le fait est qu'il y a aussi, vous parliez de terres rares, ce qu'on appelle des polynucléides, qui possiblement, notamment dans le Pacifique central, mais possiblement aussi dans le Pacifique insulaire, seraient présents et pourraient être à long terme, ou à moyen terme tout du moins, d'un intérêt stratégique majeur, notamment pour des pays tels que la Chine ou les États-Unis. Tu veux dire, on a creusé partout ailleurs, donc maintenant on cherche... Je pense que les terres rares s'épuisent, parce que les terres rares viennent essentiellement de la Chine, comme on le sait tous. Le fait est que ces terres rares vont s'épuiser, elles s'épuisent déjà, pour certaines tout du moins, et donc il y a une exploration qui est déjà très largement entamée par certaines grandes puissances, et notamment la Chine, dans la région du Pacifique, pour effectivement aller trouver la ressource qui est celle des terres rares et des polynucléides, là où elle se trouve. Et le fait est que le Pacifique insulaire en la matière est effectivement un espace qui, possiblement sur le plan stratégique et l'accès aux ressources, est extrêmement important pour le long terme. Donc il y a ces aspects de ressources halieutiques, donc alimentaires et économiques, qui sont essentiels pour la survie même, des populations. Et donc ils vont là où la ressource se trouve. Elle se trouve ailleurs aussi, mais elle se trouve notamment dans le Pacifique insulaire. Et puis il y a ces aspects un peu plus stratégiques liés à ce qu'on appelle la sécurité minière, qui est essentielle dans cette région, dans le moyen ou long terme. Donc il y a cette volonté aussi d'aller plus loin. Et puis enfin, j'allais dire qu'il y a un aspect politique. Pour la Chine en particulier, vis-à-vis de la reconnaissance de Taïwan, il y a cette volonté aussi de faire en sorte que l'ensemble des pays, des 14 États du Pacifique insulaire, puissent les uns et les autres progressivement ne plus reconnaître Taïwan en tant que tel, et puis faire en sorte de marginaliser Taïwan sur la scène internationale. Alors, on parlait de géopolitique, mais il n'y a pas qu'une menace étatique. On voit aussi qu'il y a de la piraterie qui est en train d'augmenter. On est peut-être dans les confins de l'Indo-Pacifique au niveau des détroits, mais tout ça existe et c'est un vrai danger, y compris pour ces États insulaires qui ne bénéficient pas d'une marine très forte. Alors, excellente remarque. En fait, il faut rappeler que les forces armées dans cette région de l'État du Pacifique insulaire sont extrêmement rares, puisqu'en fait, 3 États ont des forces armées à proprement parler: la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga et les Fidji. Les autres, de quel type d'ailleurs? En quel type d'unité? Ce sont des patrouilleurs et des vedettes en fait, essentiellement de littoral pour les eaux territoriales. Ils ne sont pas forcément capables d'aller dans les eaux turières, donc c'est extrêmement réduit. Donc ils comptent quand même de manière dimensionnante sur la France, sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande, sur les Coast Guard américains, pour pouvoir effectivement surveiller leurs zones économiques exclusives respectives. Mais le fait est que seuls 3 pays ont des forces armées. Les Vanuatu ont des forces paramilitaires, qu'on appelle les Vanuatu Mobile Force, et puis les autres n'ont que des forces de police. Donc en fait, ne sont pas capables, à proprement parler, de surveiller leurs eaux territoriales et leurs zones économiques exclusives. Donc comptent essentiellement sur le soutien d'autrui. C'est là où rentre en considération une autre structure qu'on n'a pas évoquée, qui s'appelle le Pacific Quad, qui n'est pas le Quad au sens États-Unis, Australie, Inde et Japon, mais le Pacific Quad, c'est l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, où on se coordonne en matière de surveillance maritime pour faire en sorte d'être présent d'une manière concertée dans les différents États du Pacifique insulaire et ne pas se télescoper les uns les autres et apporter une contribution utile. Donc ça, c'est une structure multilatérale. Après, évidemment, il y a des démarches, unilatérales qui ont lieu de la part de la Chine, du Japon et d'autres, pour faire en sorte de faire valoir là aussi leurs intérêts en donnant des capacités, en fournissant un savoir-faire ou en naviguant dans les eaux d'un pays tiers pour pouvoir les soutenir vis-à-vis de cette menace liée à la sécurité économique de leur zone économique exclusive. Élie Clé, comment voit-on ça du côté de ces États insulaires qui sont en train de disparaître géographiquement et qui se sentent peut-être dépossédés de leur souveraineté? Ils voient que on n'est pas encore dans la confrontation, on est déjà dans la contestation et que tout ça se passe au-dessus d'eux avec de temps en temps des papiers qui leur sont donnés, des accords qui évidemment doivent être ratifiés, mais on sent qu'on leur force la main. Je le rappelle, la plupart de ces îles ont été sous un pavillon britannique, américain, parfois japonais, parfois chinois, et ces États veulent leur rappeler un petit peu leur passé et leur donner l'impression qu'ils doivent quelque chose à ces grandes puissances. Comment on voit ça dans les États insulaires? C'est sûr que c'est une logique qui est très ambivalente à bien des égards, où il y a des États insulaires qui n'ont pas nécessairement la capacité financière, notamment, de mener à bien une véritable adaptation au changement climatique.
qui n'ont pas non plus la capacité d'assurer, comme le disait le commandant très justement, leur défense du fait de leurs ressources et financières et en termes de nombre de population aussi. Tuvalu, c'est 11 000 habitants par exemple. Bon, c'est difficile d'avoir des forces armées convaincantes quand on a 11 000 habitants sur son territoire. Niue, c'est 1700 habitants par exemple. Donc c'est des États qui ont des ressources très très faibles, des ressources naturelles aussi souvent qui sont assez faibles et qui sont aidés par des États anciens colonisateurs comme le Royaume-Uni, qui sont aidés par des grandes puissances qui les aident pour en réalité pas par bonté de cœur, mais pour leur positionnement stratégique entre la Chine, les États-Unis, l'Australie, la proximité avec Taïwan, la proximité avec la mer de Chine méridionale qui est très disputée, et donc des États qui vont financer des infrastructures, financer des moyens de lutte contre la pêche illégale, par exemple, pour renforcer en réalité leur positionnement stratégique dans la zone. Et donc on a ce conflit permanent qui est inhérent en fait à leur problématique, entre un conflit, une sorte de dialectique complexe entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, entre cette politique onusienne de reconnaître d'avoir reconnu au moment de la décolonisation des micro-États, notamment donc avec ces micro-États, ces minuscules États du Pacifique, et une question d'effectivité de l'État en droit international, où on a des États qui n'ont pas la capacité nécessairement d'assurer d'assurer leur fonction souveraine en droit international. Un État est souverain, peu importe sa taille, peu importe ses dimensions. Les États-Unis valent autant que les Tuvalu, qu'ils soient 300 millions et qu'ils aient 20 000 milliards de dollars, ou qu'ils en aient 40 et qu'ils soient 11 000, mais qui ont néanmoins beaucoup de difficultés à assurer l'effectivité de leur souveraineté dans cette zone. Et des États qui sont aidés par des États qui sont en réalité leurs fossoyeurs en même temps, puisqu'ils sont ceux qui ont historiquement une très grande responsabilité dans les changements climatiques et qui continuent de l'avoir avec, comme ça a été évoqué un petit peu plus tôt par vous et par le commandant, avec l'exploitation des fonds marins. Avec ces gisements de nickel, de cuivre, de cobalt, de manganèse qui sont présents dans le Pacifique et qui sont exploités par des entreprises, comme par exemple il y a une entreprise canadienne qui s'appelle Metals Company, qui exploite des gisements sous-marins qui seraient si ces projets venaient à aboutir réellement, ce serait le plus grand gisement minier du monde, et qui vont détruire des zones absolument immenses de territoires sous-marins à cause de ces gisements, détruire une biodiversité absolument immense, tout en d'une autre main les aidant à s'adapter au changement climatique. Donc c'est toujours quelque chose de très ambivalent, de très complexe, et dont la perception est toujours difficile dans ces États qui à la fois nécessitent ces aides et en même temps les reçoivent de la main de ceux qui sont responsables des changements climatiques et qui ont pour certains sont leurs anciens colonisateurs, ce qui est toujours un sentiment difficile. Géraldine Giraudot, d'un mot pour terminer cette partie. J'ai une question un peu désespérée. Les exemples de primauté de la force sur le droit sont assez nombreux en ce moment, avec les conflits en cours.
est-ce que vous croyez encore que le droit international, notamment de ces petits États, peut primer face à des mastodontes qui leur tordent le cou? C'est difficile, hein? C'est une question difficile. Vous êtes obligé d'y croire, c'est votre métier. Bien sûr, on est obligé d'y croire et en même temps, on est obligé d'en avoir une vision pragmatique. Ça n'est pas nouveau que le droit international soit lié à des considérations politiques. En revanche, il est très préoccupant d'observer qu'il puisse être écarté comme il l'est en ce moment. On va passer justement à la dernière partie avec une nation qui essaye de faire valoir le droit. C'est tout à son honneur, c'est parfois sa limite. Périscope. Patrick Sauce. On va parler de la marine notamment française. Les forces armées françaises sont évidemment présentes dans l'Indo-Pacifique. Peut-être juste d'un mot, au-delà de la composante marine, commandant, c'est combien de soldats qui sont prépositionnés, notamment de part et d'autre de l'Indo-Pacifique? Alors, à l'échelle de l'Indo-Pacifique, on parle de 7000 militaires qui sont déployés à temps plein sur cet espace inclusif, comme on dit, de l'Indo-Pacifique. S'agissant du Pacifique insulaire, on a un peu moins de 3000 militaires à proprement parler, puisqu'on a à peu près 2000 sur la Réunion et puis quelques centaines également à Abu Dhabi ou à Djibouti. Et donc globalement, ou à Mayotte. Et le fait est que sur le Pacifique insulaire, il faut compter environ 3000 militaires avec des capacités hauturières existantes mais limitées, des Falcon, comme je les ai évoqués, de type Guardian aujourd'hui, Falcon 2000 demain, qui auront des élongations et des capacités supplémentaires, qui vont permettre de faire un peu plus de surveillance et de reconnaissance. Et puis on a aussi des hélicoptères qui permettent de faire du transport logistique à minima, et là ça a été très utile pour les Vanuatu, comme je l'ai évoqué. Donc on est quand même sur une dimension importante. Je veux dire, on est en termes de pays européens, bien évidemment les premiers en termes de volume de force et très largement devant les Britanniques. Mais évidemment, avec 7000 militaires à l'échelle d'un espace qui est pratiquement la moitié du globe, on ne peut pas être partout. Je rappelle que la Polynésie française, c'est à elle seule de la taille de l'Europe. Ce qui rappelle un petit peu les dimensionnements et le gigantisme et les élongations sous-tendues par une région comme celle-ci. Justement, le premier défi, et celui-là, il est immuable, quel que soit le changement climatique, c'est la distance. Vous mettez en alerte un navire de la marine française dans le port de Brest pour partir à Papeete, c'est quoi? C'est un mois pour y aller? Alors, pour aller jusqu'à Singapour depuis Toulon, déjà on est sur 3 semaines. Donc vous rajoutez effectivement une semaine à gauche, une semaine à droite, et on n'est pas loin des 5-6 semaines effectivement pour un transit entre Brest, si on part de Brest, et puis Papeete. Donc sauf à passer par Panama, et là on peut effectivement réduire un peu le temps, mais globalement il faut compter entre 1 mois et 6 semaines selon le trajet qui sera suivi. Donc on est effectivement sur des déploiements qui sont longs, qui sont fastidieux, puisqu'il faut aussi faire des escales, il faut qu'il y ait des points d'appui qui puissent nous permettre d'arriver au bon endroit au bon moment, avec les capacités à bord qui sont suffisantes et nécessaires. Et donc il faut être en mesure effectivement de l'anticiper, ce qui ne répond pas nécessairement au temps politique et médiatique, et ce qui sous-tend d'avoir un certain nombre de prépositionnements, ce qui est une des missions des forces de souveraineté. Au-delà de la capacité qui est la leur de gérer ce qu'on appelle l'action de l'État en mer, et donc la capacité de préserver nos intérêts dans nos zones économiques exclusives, c'est aussi d'être prépositionné en matière de prévention et de réaction pour pouvoir faire face à toute éventualité sur le plan opérationnel. Pour venir un peu plus précisément sur notre thème, voilà, longueur, élongation même, pour avoir un langage un peu militaire, et des conditions qui vont changer. On le rappelle, l'océan Pacifique est nommé ainsi parce que Magellan avait trouvé que les eaux étaient calmes. Si on fait parler quelques marins sur les traversées du Pacifique, je suis pas sûr qu'il y ait exactement le même raisonnement. Mais avec le changement climatique, on parle de plus de sel, de mer qui monte, de mer plus chaude, mais c'est aussi des événements climatiques plus difficiles. Forcément, vous avez plus de chances de tomber sur un cyclone lorsque vous avez 1 mois de traversée que lorsque vous êtes simplement sur la Méditerranée pour aller notamment au large de l'Égypte. Comment on l'anticipe, ça ? Alors déjà, effectivement, parce que ça n'a pas été dit, je crois, tout à l'heure, mais au-delà des aspects de dilatation, d'élévation du niveau de la mer, de la mise à mal de la biodiversité et de l'acidification des océans, il y a aussi cet aspect d'intensification conjuguée des phénomènes météorologiques dits de catégorie 4 et 5, c'est-à-dire cyclone tempête, pour faire simple. Et on l'observe. Moi-même, dans mes fonctions antérieures, j'étais amené à suivre ces phénomènes météorologiques, et on pouvait constater qu'il y avait une intensification à la fois en fréquence et
et en volume, j'allais dire, de ces phénomènes dans cette région, à la fois de l'Asie et du Pacifique insulaire. Donc c'est un phénomène qui est déjà existant, qui va s'amplifier évidemment d'ici à la fin du siècle, chemin faisant. Le fait est que pour répondre à cela, il y a deux choses. Déjà, il faut qu'on ait une forme de coordination avec nos partenaires régionaux, puisqu'on ne peut rien faire seul. Ça, il faut en être conscient. Nous, Français, on n'a pas la capacité de répondre seul à l'ensemble des mots MAUX de cette région. Il faut être coordonné avec nos collègues et partenaires australiens, américains et néo-zélandais, pour ne citer qu'eux, et être en mesure de travailler de manière concertée avec nos capacités respectives et de ne pas arriver en compétition, j'allais dire, sur un pays ou un autre. Donc ça a été plus ou moins bien fait lors des Tonga, comme je l'évoquais en janvier 2022. Mais il faut aussi que derrière, on puisse tout simplement avoir une disponibilité au matériel, un nombre de capacités qui soit en nombre suffisant. Bon, le fait est que le dimensionnement aujourd'hui des capacités est ce qu'il est. Le livre blanc va permettre une rénovation, un remplacement de l'ensemble des capacités de nos forces de souveraineté à un horizon de 10 à 15 ans, si on inclut ce qu'on appelle le remplacement des frégates de surveillance. Donc on aura des capacités rénovées, mais qui resteront en nombre constant à la fin des fins. Donc on pourra faire plus de choses en termes d'autonomie et d'élongation, mais en termes de volume de force, j'allais dire, on restera sur une tendance similaire. Donc il faut faire avec ce que l'on a, et une réflexion doit être menée considérant l'ensemble des enjeux sécuritaires liés au changement climatique sur est-on en mesure, avec les forces qui sont les nôtres aujourd'hui, de répondre véritablement aux enjeux qui sont ceux de demain. On parle notamment de ce qu'on appelle de batral, de capacités amphibies qui ont été mises à mal dans les années antérieures, qui n'existent plus en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie. Il y a un projet lors de la dernière LPM qui fait état effectivement de remettre des forces amphibies en place dans ces régions. Bon, c'est évidemment essentiel vis-à-vis de ces enjeux sécuritaires liés au changement climatique. S'il y a des déplacements de population qui sont nécessaires parce qu'il y a une situation telle qu'on ne peut pas faire autrement, aujourd'hui, à part avec quelques hélicoptères, on n'est pas en mesure de faire ce genre de choses. Donc c'est extrêmement structurant et il faut l'anticiper, puisque c'est, comme vous le disiez très justement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gérer au coup de sifflet. Depuis la métropole, il faut qu'il y ait déjà des capacités qui soient déployées sur place, et donc il faut avoir un volume de force qui soit adapté. Je vais être encore plus matériel. Voilà, avec les eaux plus salées, plus chaudes. J'ai bien compris l'aspect stratégique, mais l'effet sur la coque, tout simplement, l'effet sur les infrastructures portuaires. Qu'est-ce que ça change, ce réchauffement? Alors, le changement climatique, soyons plus précis. Alors, je ne suis pas forcément le meilleur des spécialistes pour traiter de cela. Ce que je peux dire simplement, c'est que dorénavant, dans l'architecture navale qui est celle menée par les industriels français, par la DGA et coordonnée par la Marine nationale, on fait en sorte systématiquement que les frégates, en particulier, ou les bâtiments de surface au sens large, puissent être l'objet d'innovations technologiques inhérentes à leurs matériaux, à leur forme, à leur mode de propulsion, pour être exemplaires, j'allais dire, sur le plan environnemental et réduire la partie gaz à effet de serre. L'autre aspect, je pense, qui est essentiel de garder à l'esprit, c'est que les mers se réchauffent. Et que les bâtiments n'ont pas été conçus pour travailler dans de telles conditions par le passé. Donc il y a effectivement, et ça c'est déjà pris en compte, j'allais dire au niveau de l'architecture navale, une nécessité de faire en sorte que les bâtiments de demain soient sur le plan des équipements adaptés aux eaux chaudes dans lesquelles on sera amené à travailler demain. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper, parce qu'un bâtiment c'est sur un cycle 10 à 20 ans. On n'est pas sur des cycles courts, donc on ne peut pas dire comme ça aussi, au coup de sifflet bref, allons dans les mers chaudes, il faut l'anticiper. Mais au-delà des aspects d'équipement, il y a tout un aspect doctrinal qu'il va falloir faire évoluer, il y a un aspect capacité aussi des infrastructures critiques à assumer ce genre d'opérations, de nouvelles missions, de nouvelles opérations qu'il va falloir réfléchir. Et il y a des discussions qui sont déjà initiées au sein des forces armées, je peux le dire avec gravité. C'est quelque chose qui est pris en considération et qui n'est pas l'objet d'une lubie à ce stade de ma part, mais qui est véritablement l'objet d'une concertation au sein des forces armées et avec la DGA pour faire en sorte que tous les aspects que j'ai évoqués, d'équipement, de mission, de gestion des infrastructures critiques dans les eaux chaudes, puissent être embrassés. Oui, il y a un aspect absolument multilatéral lorsqu'un navire de la marine française évolue dans des eaux internationales. C'est un navire militaire avec un armement. C'est aussi une ambassade flottante et qui, et je reviens vers vous Géraldine Géraudot, alors ça peut être par les armes, mais aussi par le droit, est chargé de faire respecter un certain nombre de règles. Est-ce que la France
par ses navires ou par sa diplomatie, peut essayer de mettre un peu, je dirais, d'huile dans ce combat de fauve entre la Chine et les États-Unis. Encore une fois, le droit sur lequel on essaie de s'appuyer, est-ce que ça peut suffire? On n'est plus une puissance d'équilibre. Je crois qu'il vaut mieux être extrêmement franc par rapport à ça, mais est-ce qu'on peut essayer justement de mettre de l'huile dans les rouages? Parce que ça grignote en ce moment. Je suis pas sûre que ça soit une problématique de droit en l'occurrence. Mais il y a des conventions, ces zones exclusives, ces territoires qui sont totalement annexés. Il suffit de regarder la mise à jour des cartes et des atlas chinois pour se rendre compte que tiens, on vient de perdre 5 ou 10% du territoire. Alors déjà, je pense que pour comprendre ce qu'il est possible de faire, il faut peut-être rappeler quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rappeler. Quant à la réalité des alliances au sein du Pacifique. En fait, il y a des situations extrêmement diverses quant au statut de ces territoires. On a des territoires infra-étatiques, comme le sont la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie pour la France. Et puis, on a des États souverains et on a aussi des États souverains qui ont des accords d'association avec d'autres États. C'est le cas des îles Marshall, de Palau et de la Micronésie, qui sont liés par un accord avec les États-Unis. On a aussi Niue et les îles Cook qui sont liés par un accord d'association, quoique un peu différent, mais avec la Nouvelle-Zélande. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde la carte des espaces maritimes sous juridiction dans le Pacifique Sud, effectivement, il ne reste pas beaucoup de haute mer. Donc, on a surtout des espaces sur lesquels s'exercent un certain nombre de compétences et où peuvent aussi, et c'est le cas, on le sait, ça a été dit, s'exercer des activités en violation du droit. Il n'y a pas tellement de doute quant au droit applicable. Et c'est en cela que ça n'est pas vraiment, c'est en cela que je veux dire que ça n'est pas tellement une question juridique. La question, c'est ensuite celle de l'effectivité de ces droits et de la façon dont on peut assurer le contrôle. C'est ce qui a été évoqué. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour parler de ressources militaires, mais des informations dont je dispose et que j'ai pu lire et parcourir. Évidemment, déjà, la capacité de la France n'est pas comparable à celle d'autres grandes puissances présentes dans la région. Et je crois que un des rapports du Sénat, il y a maintenant quelques années, mais assez récent, et même qui expliquait que même en prenant en compte la livraison des 6 nouveaux patrouilleurs pour les Outre-mer, c'était à peu près l'équivalent de 2 voitures de gendarmerie pour surveiller tout l'Hexagone. C'était l'image qui était prise. Donc c'est vrai qu'on a là une difficulté qui surgit entre la reconnaissance de juridictions, de compétences qui peuvent s'exercer sur des espaces qui sont immenses et la capacité ensuite à assurer la surveillance et le contrôle de ces espaces qui correspondent à des superficies véritablement impressionnantes. Après, commandant, c'est un petit peu comme la polémique qui avait eu lieu sur est-ce qu'on est capable de tenir un front de 80 km si la Russie venait chez nous à terre. Dans le Pacifique, nous ne sommes pas seuls. On est au cœur d'alliances, vous l'avez déjà évoqué, même l'Indo-Pacifique. Oui, alors je ne sais pas si on fait un dézoom sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique, mais déjà pour parler du seul Pacifique insulaire, effectivement, on n'est pas seul, comme je l'évoquais, on a des structures multilatérales déjà existantes, que ce soit en termes de HADR, c'est-à-dire en termes d'assistance humanitaire liée à une catastrophe naturelle, comme c'était le cas encore une fois au Tonga ou au Vanuatu. Donc l'accord France, que j'ai déjà évoqué. On a les accords de Pacific Quad qui permettent effectivement aux Australiens, à la Nouvelle-Zélande, aux Américains et à la France de se coordonner en matière de soutien aux différents États du Pacifique insulaire en matière de sécurisation des pêches, de trafic et de contrebande de toutes sortes. Il y a certains pays qui effectivement avancent plus ou moins de manière unilatérale, mais la France, elle, fait en sorte de toujours avancer d'une manière inclusive. Alors, ça fonctionne pas, ça dépend aussi du calendrier politique des uns et des autres, ça dépend d'un certain nombre d'aspects et très conjoncturels, mais globalement, il y a quand même une forme de satisfecit sur l'organisation de ces structures-là. Maintenant, le fait est que la France, comme ça a été évoqué très longuement, n'a pas des capacités militaires en nombre suffisant de toute façon pour être autonome et pour être en mesure
gérer les difficultés des uns et des autres. Donc on est dans l'obligation de travailler avec nos partenaires et nos alliés de la région, qu'il y ait eu AUKUS ou pas, il faut qu'avec l'Australie, on continue de travailler. Ça a l'air d'aller mieux, mais là, vous le disiez, c'est du politique aussi. Oui, mais je pense qu'au niveau de la marine, à proprement parler, AUKUS, évidemment, a été une surprise stratégique, pour ne pas dire plus, mais le fait est que sur le plan de ce qu'on appelle les activités du bas du spectre, c'est-à-dire à la fois la sécurité maritime, les aspects soutien en matière de HADR, ou alors tout ce qui traite du ravitaillement de la Terre Adélie, parce qu'on a des points d'appui via la Tasmanie pour aller effectivement avec nos capacités dans cette région. On a toujours effectivement cette interaction qui existe avec l'Australie, comme avec la Nouvelle-Zélande. Et donc, en dépit du fait qu'il y ait eu ces crispations politiques, j'allais dire que les activités du bas du spectre ont continué. Et c'est tant mieux. Bon, le fait est que, encore une fois, on ne peut pas faire sans, selon moi, considérant les capacités qui ont été mentionnées. Et pour reprendre les termes de Mme Giraudot, effectivement, c'est un terme qui ressort assez régulièrement, mais on parle pour la Polynésie française, considérant les frégates et les patrouilleurs mis à disposition, de l'équivalent de 3 à 4 en fait, navires, véhicules de police pour le territoire métropolitain si on le rapporte à la taille de la Polynésie française. Donc en fait, on ne peut pas tout faire déjà dans nos propres territoires. Et les états-majors tels qu'ils sont structurés dans ces états-majors que sont ceux de la Calédonie ou de la Polynésie française à Papeete sont dimensionnés essentiellement aujourd'hui pour gérer finalement l'action de l'État en mer dans nos propres territoires et sur nos zones économiques exclusives. Il est très difficile, à la fois en termes de ressources humaines, à la fois de ressources capacitaires, aujourd'hui d'aller au-delà de ces propres zones économiques exclusives, si ce n'est pour des besoins très ponctuels liés à des assistances militaires, humanitaires, liées à des cyclones, à des tempêtes, qui nécessitent une intervention de la part des partenaires que sont l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande. Peut-être juste un dernier mot à propos de cette action de l'État en mer, parce qu'au moins il y a quelque chose sur lequel on sait faire, c'est tout ce qui est l'accès sanitaire, humanitaire. Il y a eu un certain nombre d'exemples avec d'autres armées, ou d'autres armes. Comment ça se passe, l'action de l'État en mer, depuis la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous allez le rappeler sans doute en 2 mots aussi, ce qu'est l'action de l'État en mer, qui est sous la responsabilité ou en ce moment de la Première ministre. Alors effectivement, l'action de l'État en mer, c'est une approche inter-administration et interministérielle de fait qui a été mise en place dans les années 80 et qui permet en fait au niveau des préfets maritimes, pour ce qui est du territoire métropolitain ou de ce qu'on appelle des commandants de zone maritime, dès lors qu'on parle des territoires ultramarins, de coordonner l'ensemble des administrations qui ont une compétence maritime pour faire en sorte, effectivement, de répondre aux différents enjeux, aux différentes menaces, aux différentes actions qui sont menées dans notre zone économique exclusive et dans nos eaux territoriales. Il s'agit, encore une fois, des problématiques de pêche, des problématiques de contrebande, des problématiques migratoires. Et évidemment, dès lors qu'on parle d'aspect migratoire, parce que le changement climatique impose ou sous-tend des déplacés climatiques à terme, cet aspect de l'action de l'État en mer sera prépondérant. Et notre organisation, qui est originale, puisqu'on est globalement les seuls à avoir une telle organisation dans le monde, va être une force et va nous permettre d'être plus efficients, j'allais dire, pour faire face à l'ensemble des enjeux de réfugiés climatiques, de déplacés climatiques, mais aussi par rapport à ces enjeux de pêche qui vont s'accentuer dans les prochaines décennies et auxquels il va falloir répondre. Avec des capacités satellitaires, certes, mais aussi des capacités d'intervention et donc des moyens type aéronef ou bâtiments de surface. Tant de fils à tirer sur vraiment ce sujet du Pacifique. Alors l'Indo-Pacifique, le Pacifique Sud, les États insulaires du Pacifique Sud et la France dans tout ça. Ce sera l'occasion de vraiment d'y revenir dans d'autres épisodes de Périscope. En tout cas, le premier épisode de la saison 2 s'achève. Je vais remercier très chaleureusement les invités, ceux qui ont essuyé les plâtres de ce premier épisode. Ils s'en sont très bien sortis. Géraldine Giraudot, merci encore d'être venue ici. Commandant Jérémy Bachelier également. Et puis on salue depuis le Canada avec les 6 heures de décalage horaire. Élie Clé qui nous a apporté son éclairage. Je vous le rappelle, comme pour la saison 1, eh bien, cet épisode de Périscope est disponible sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt. Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Patrick Sauce.